messieurs, on va prendre le plan large et on va vous montrer que Catherine Deneuve est là, au milieu. Oui, c'est la musique de Podane. Oui, Jean Marais aussi. Alors Marais, c'est le cas de le dire. Non, on va pas dans le Marais, on va dans le jardin. On va dans le jardin. Parce que quand on parle de patrimoine, souvent on pense aux vieilles pierres, aux châteaux, etc., qui vont ouvrir leurs portes, bien sûr. Tous sans exception, j'en suis certain, durant tout le week-end. Mais autour des châteaux, il y a de magnifiques, et de plus en plus de magnifiques jardins. Des écrins verts et fleuris toute l'année, notamment c'est le cas du Rivaux qui est à Léméré, entre Tours et Chinon. Ouais, c'est ça exactement, pas très loin de Chinon. Ouais. Magnifique château, un petit peu de conte de fées, parce que la propriétaire a transformé ses jardins en véritable conte de fées. 14 jardins classés jardins remarquables, un conservatoire des roses parfumées, un conservatoire des légumes anciens de la région. Bref, on y trouve tout. C'est fleuri, c'est parfumé, c'est très bien fait. Il y a une promenade à la fois scénographique, musicale, féerique, lumineuse aussi. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis, on peut visiter côté jardin, ce fameux jardin, et côté cour, les pierres. Et notamment, c'est un château extraordinaire qui expose des œuvres d'art contemporaine. Donc à la fois, elle met le passé en valeur, mais aussi, vous allez voir, il y a des bottes géantes. Je vous propose un tour d'horizon et surtout un bel envol. Regardez. Forteresse à l'extérieur avec son donjon, ses douves, son pont-levis en fonctionnement et son chemin de ronde, le château du Rivaux est aussi un château d'agrément. Mais la cerise sur le gâteau, ce sont ses multiples jardins. Allez, un peu d'histoire. C'est un château seigneurial qui a été construit par Pierre de Beauvau, grand chambellan du roi Charles VII, en 1442. Il a obtenu l'autorisation de fortifier son hôtel parce qu'il avait aidé le roi Charles VII, le dauphin, à s'enfuir de Paris alors que les Anglais arrivaient. Des personnages célèbres ont laissé aussi leur empreinte. Les chevaux du roi étaient élevés au château du Rivaux. Jeanne d'Arc est venue au Rivaux pour aller cueillir des chevaux pour aller au siège d'Orléans. Au cœur du Jardin de la France, qui est la région centre, les jardins du château du Rivaux sont classés jardins remarquables par le ministère de la Culture. On a 14 jardins de contes de fées et contrairement à des jardins français traditionnels qui sont dans une approche rectiligne traditionnelle, nous sommes sur des jardins beaucoup plus vivants, beaucoup plus naturels. Des jardins qui vivent, des jardins qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. On est aussi conservatoire de la rose parfumée, donc on peut sentir les différentes variétés de roses. Conçus par Patricia Legnaud, diplômée de l'école du paysage de Versailles, les jardins sont des bijoux contemporains évoluant au rythme des saisons. Jardins naturalistiques, ils se transforment au fil des jours. Graminées, fruitiers, fleurs de saison. Ici, on prend des notes pour appliquer toutes les astuces dans son propre jardin. L'art contemporain fait corps depuis plusieurs années avec la mémoire des pierres. C'est une des spécificités du château du Rivaux et de ses jardins, c'est qu'il y a un dialogue constant entre art contemporain et art médiéval, entre botanique et art contemporain. Chaque année, des jeux sont organisés. Un nouvel envol sur l'histoire. On fait énormément d'activités pendant l'été, notamment des joutes médiévales. Ce jour-là, il y a des marchés médiévaux, des personnages en armure, des déambulations et des combats de chevaliers en armure, avec des vraies armures qui font plus de 15 kilos. Les jardins feront bonne figure pendant la journée du patrimoine, mais il y aura aussi d'autres événements. La journée du patrimoine, c'est une journée assez spéciale pour nous. On fait des visites guidées toute la journée. On a des visites guidées par les propriétaires, donc on peut vraiment connaître la vision du château et des jardins par les propriétaires. Il y a un tarif réduit sur les jardins et le château. On pourra goûter les différentes confitures et les différentes soupes. On a aussi un tailleur de pierre qui sera présent, qui pourra montrer le travail de la pierre, parce que comme on peut le voir au château du Rivaux, la pierre et la stéréotomie a une part très importante. Le soir, on fait un grand bal, un bal costumé sur le thème du merveilleux. Hey, on commence fort ce matin, vous avez vu, c'est magnifique. Fifi, il y a un truc spécial, une animation particulière. Oui, alors ce sont les propriétaires qui vont faire visiter le château et le jardin. Donc il y a des tarifs réduits, des tarifs gratuits pour les enfants. Et puis et surtout, c'est un jardin sans pesticides et sans engrais chimiques, ça il faut le dire. On rappelle où c'est, en Indre-et-Loire. En Indre-et-Loire, dans le Val-de-Loire, entre Tours et Poitiers. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Appelait le dénicheur, il était rusé comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur.
Bon, je ne sais pas si cette chanson vous va bien, Mélanie. En tous les cas, vous nous offrez effectivement une visite des puces les plus importantes. C'est le marché le plus grand du monde, vous me dites là C'est le marché le plus On se grand. la pète. Au monde. Non, mais non, pas du tout. Mais il faut dire ce qui est. 4e site touristique de France. Les 12 marchés aux ambiances très différentes sont répartis sur un peu plus de 7 hectares et accueillent un peu plus de 1000 marchands. Donc, vous voyez, c'est autant vous dire que pour les amateurs d'art, d'antiquité ou les simples flâneurs, eh bien, il y en a vraiment pour tous les goûts et il y a de quoi faire. Ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui à l'occasion des Journées du patrimoine, Laurent, eh bien, c'est que vraiment, plus que jamais, les puces de Saint-Ouen sont vraiment un endroit où l'on construit, où l'on conserve notre patrimoine. Alors déjà, grâce aux marchands, qui sont vraiment des découvreurs d'objets, des conservateurs d'objets. Il y en a certains qui travaillent avec les musées, qui les alimentent. Il y en a d'autres qui organisent des expositions dignes d'expos muséales et qui travaillent comme des conservateurs de musées. Ça, vous allez voir tout ça dans le sujet. Et puis, il y a aussi, au Puces de Saint-Ouen, les restaurateurs d'art. Alors, ça, c'est une partie un petit peu cachée pour le public. On ne les voit pas forcément quand on se balade, mais ils sont pourtant partout et ils fourmillent. Vous allez voir, nous les avons rencontrés. Alors, on a rencontré les marchands et les restaurateurs d'art. Regardez. Nous avons notre galerie principale qui est rue Royale, où nous recevons régulièrement les plus grands conservateurs de musées, que ce soit du Louvre, de Versailles, mais également de grands clients. Nous avons pris la décision d'ouvrir une vitrine ici au marché Serpette parce que j'avais envie de permettre à certains de nos clients de venir se balader, découvrir un objet. Parce que je pense que les puces sont une merveilleuse destination, même pour des clients extrêmement fortunés. Aux puces, on peut découvrir aussi un objet qui peut-être a une provenance royale, mais qui reste à découvrir. Donc c'est assez sympathique. Ici, nous sommes au cœur des puces. Il y a de nombreux artisans qui contribuent à la restauration du patrimoine. Moi-même, je suis restaurateur de tableaux et restauré beaucoup pour les monuments historiques pendant plus de 40 ans, dans les églises, les châteaux, les musées. Les tableaux, quand ils arrivent dans mon atelier, sont très très abîmés. Alors, si le tableau est très déchiré, très écaillé, on procède alors à un remtoilage. C'est la restauration du support. Ensuite, la deuxième étape, c'est le nettoyage de la couche picturale avec la retouche, masticage et retouche du tableau. Cette exposition de marqueterie de porcelaine est digne d'une exposition muséale, de par la qualité de la marchandise présentée et de par le travail réalisé autour de ces œuvres. Julien Nicolas Rivard a mis au point cette technique en 1850 et nous avons cherché à réaliser un travail comme l'aurait fait un conservateur de musée, c'est-à-dire dans un premier temps faire un long travail d'historien de l'art, d'identifier des sources de première main, telles que les brevets déposés par Rivard ou les comptes rendus des différentes expositions universelles. Puis, la démarche a été de réaliser un travail universitaire avec la publication de nos recherches sur les différents brevets de marqueterie sous le Second Empire, en particulier Rivard. Ah, je peux vous dire que sur le plateau, ça fait causer les puces. Parce qu'effectivement, il y avait une ambiance qu'on ne voit pas là, mais une ambiance, un côté amateur, chineur, fouineur, etc. Et en fait, c'est devenu très professionnel avec les prix qui suivent. Allez. Oui, c'est vrai, les prix suivent. Non, mais il y a encore quand même des petits marchés qui ont gardé leur authenticité. Quand vous allez vous balader à Vernaison, à Jules Vallès ou des choses comme ça, c'est quand même un petit peu cette ambiance assez authentique. Après, c'est vrai qu'il y a des marchés phares comme Paul Bert Serpette, comme Dauphine, qui sont devenus des beaux et grands marchés. Mais voilà, il y a des ambiances très différentes. C'est ça qui est très intéressant. Vous savez que les puces aussi sont classées, Laurent. Et alors, elles sont classées, ça c'est unique en France, elles sont classées pour l'atmosphère et pour l'ambiance qui règne. Pardon ? Chez moi, elles ne sont pas classées, elles sont chassées, les puces. Oui, classées.
classé pour l'ambiance et l'atmosphère. Ça, c'est aucun autre site en France n'est classé de cette façon-là. Bonne Voilà. info. Vous Merci. pouvez y aller tout le week-end. En plus, vous aurez l'occasion ce week-end de vous balader sur des longs tapis rouges parce que ce J'ai dit week-end, merci, hein. voilà. Regardez, tapis rouge au Puce de Saint-Ouen, c'est Ça marche. ce week-end. Fallait le dire. Merci beaucoup, Mélanie. Ce week-end, France Télévisions, vous avez entendu Nathanaël de Rinxin vous le dire tout à l'heure. France Télé ouvre donc ses portes au public pour faire découvrir les coulisses des émissions, dont celle-ci. Mais il y a une chose plus difficile à vous montrer, c'est la préparation de ces émissions comme Télématin. Bonjour. Ce soir, ou plutôt ce matin, Loïc Ballet a accepté une mission périlleuse, celle de vous montrer les coulisses. Eh oui, 24 heures. Vous imaginez, je n'ai pas dormi pendant 24 heures et on vous a suivi, en fait. On a suivi toute la vie de, Oui, je vous ai de tous ceux aperçu qui sont l'autre autour de jour. nous. Oui, Et oui, l'autre oui. nuit. Oui, oui, très tôt. Vous vous levez beaucoup trop tôt, Laurent. Hein. Il faut que je vous le dise. Et hein. c'est tant mieux, parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Bon, si je vous dis juste que Télématin, c'est 3 heures d'émission. On je est là sais. 6 jours sur 7, ce qui veut dire que ça fait 312 jours par an, ce qui fait à peu près plus de 1500 sujets réalisés chaque année. Bref, je voulais vous montrer toute cette machine, parce qu'après tout, les Journées du patrimoine, c'est France Télévisions, et 32 ans d'émission, ça existe pas de partout. Donc nous sommes un peu le patrimoine de France Télévisions quand même. Vous êtes le voilà, patrimoine, voilà. Et mon puis nous bon. sommes service public, nous appartenons un peu à Absolument. vous tous. Donc finalement, on voulait vous montrer comment on travaillait en dehors de ce plateau qu'on vous montre tous les jours. Regardez, 24 heures, c'est fatigant. Bah alors forcément, chez nous à Télématin, toutes les histoires elles commencent par un tournage. Bah oui, pour faire le reportage. Ça va Charlotte, elle est sympa quand même, non? Oui, elle est adorable. Elle est adorable, oui, parfait. Adorable. Bon. J'aime mieux Charlotte qu'un homme. Oui, bah oui, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, c'est étrange, hein. J'allais dire que vous, mais bon. Merci Pierre, merci Sacha. On est dans un hôtel, mais il n'y a pas de lit dans votre Non, suite. on l'a enlevé le lit, en fait, D'accord, parce qu'il n'y avait très pas bien. la place, tu oui, vois. bah oui, voilà, bah oui, vous prenez un peu de place, hein, Charlotte. hein. Voilà, on fait comme on peut. Et parmi les 1500 reportages produits chaque année dans Télématin, il y a ceux de Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Loïc. C'est privatisé, c'est ça, non? Disons que... C'est avant tout le monde. Oui, avant tout le monde, parce qu'effectivement, on va diffuser l'exposition au moment où elle va ouvrir au public. Donc on a les quelques jours avant, juste avant, où on peut voir l'exposition dans ces conditions. Et alors là, Myriam, c'est ambiance bal, c'est ça, en montage, là? C'est ambiance bal en montage. On était à Bath, en Angleterre. D'accord. Donc, aéroport hier soir et aujourd'hui montage. Et aujourd'hui, montage. Bon, c'est le charme du montage, hein. Absolument. C'est ça. Ça, c'est Télématin. Et c'était les montages. Alors là, on est en train de mixer l'un des 4 sujets qui formera le set amende de samedi. Il vient du Sénégal. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent pour Télématin. Dans quel endroit dans le monde, là, maintenant, là? Aussi bien au Brésil, en Russie, au Canada. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne dort jamais dans la rédaction de Télématin. C'est ça? Rarement. Parce que si nous dormons, il y en a d'autres qui sont debout en train de tourner. Et à l'heure où vous irez vous coucher, dites-vous qu'il y a quelqu'un ici, à la rédaction, qui veillera à l'information. Le but, assurer la continuité jusqu'à l'arrivée des équipes de Télématin. Alors là, on a trouvé les plus matinaux de la bande. Bonjour Sophie. Comment ça va, Loïc? Eh ben ça va, 4 h du matin, vous êtes fraîche, réveillée, Oui, tout va à bien. peu près fraîche, on va dire ça. C'est un peu le fouillis sur mon bureau. On lit toutes les dépêches, tous les journaux et on commence doucement à écrire le journal. C'est le premier qui est à 6h30. Vous êtes combien pour préparer le journal là, le matin On est à 4 h? une dizaine. Je crois qu'on va aller réveiller Laurent maintenant. Ah oui, il c'est est dans- temps qu'il vienne. Hein. Bon là, 4h46, ça va, c'est pas le lever, hein. Non, je suis debout depuis une bonne heure déjà. D'accord, et il se passe quoi là pendant cette heure-là? Mis à part les ablutions matinales. Non, c'est vrai que je regarde toutes les images de la nuit, tout ce que j'ai raté de la veille au soir. Si on veut réveiller les gens, il faut déjà être un petit peu au courant de ce qui s'est passé. Oui. Et puis être bien réveillé déjà. J'aime bien arriver dans les premiers. À nouveau avec beaucoup de vent et les températures seront en baisse. Excellente journée à tous. Ça va Nathalie? Là, j'essaie de me déséquiper, mais j'y arrive pas. Voilà, alors attendez, bougez pas. Je cache un peu, hein, voilà, oui, voilà, on change le micro. Alors maintenant, il est pris dans la bretelle du soutien-gorge, pour tout vous dire. Et ça, Mais- ah bah ça c'est hors de question qu'on vous le montre. Non, Voilà. ça peut- voilà. 3, 2, 1,
Top à vous. Donc là, maintenant, on redescend, on va vérifier les cartes. Et normalement, vous arrivez à l'heure pour le début de Télématin. Oui. Bah oui, il en manque un morceau là, Loïc. Bah oui, parce qu'on a commencé à 10h du matin et on est allé jusqu'à 6h30, le début de l'émission, en semaine, voilà. Le dimanche, on a eu une demi-heure, le samedi, on a eu une demi-heure de plus aujourd'hui, on a commencé à 7h, c'est pas mal. Bon, et l'idée, c'est qu'on va vous montrer dans un petit moment, la suite, dans 1 heure, on vous montre le reste, voilà. Tout ce qui se passe 8h50, après. précisément. Ah oui, 8h50, vous savez tout. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le nouveau chef de la vidéosurveillance, Loïc Ballet. On va avec Laurence Beauvillard maintenant s'intéresser à une initiative de l'IGN. Vous savez, on l'appelait l'Institut géographique national. Aujourd'hui, on l'appelle l'Institut national de l'information. Je lis ma fiche, géographique et forestier. Oui, c'est assez long. Et pour vous faire découvrir cette initiative, votre patrimoine local. Oui, parce que grâce au travail des plus minutieux des chercheurs, vous allez voir comment votre région, votre ville, même votre quartier a évolué au travers des siècles. Et tout ça à la portée de clic. À pied ou en voiture, nous avons tous utilisé un jour ces cartes. Aujourd'hui, l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, a croisé les informations avec un patrimoine de cartes vieilles parfois de 3 siècles. Et ainsi, on peut remonter le temps. Le site Remonter le temps, c'est un site internet sur lequel vous pouvez voir à quoi ressemblait votre région, par exemple, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 300 ans même. Il y a en gros 3 repères temporels, 18e siècle, avant la Révolution, 19e siècle, après la Révolution sous Napoléon, et 20e siècle, la carte de l'IGN. Je vais rapidement au niveau des Landes, par exemple, et je peux vous montrer comment vous avez au-dessus, ici, la carte de Cassini, cette fameuse carte du XVIIe siècle, hein, et la photographie aérienne d'aujourd'hui. Le littoral de la carte suit le littoral de la photographie aérienne aujourd'hui. On voit bien que cette carte est géométriquement fiable. La carte de Cassini, c'est la première carte qui couvre toute la France et qui est faite selon un procédé qui la rend géométriquement fiable. Vous pouvez la superposer à une photographie aérienne d'aujourd'hui ou à une carte d'aujourd'hui. Ici, nous sommes en Champagne. Nous sommes centrés sur le lac de Der-Chantecoq. C'est un lac de barrage qui a été construit dans les années 60. Apparaît dans la petite loupe la carte de l'état-major. Vous pouvez voir les parties qui ont été ensevelies sous l'eau. Ces 2 villages, le village de Nuisement, le village de Chantecoq, complètement envahis sous l'eau, comme vous le voyez ici. Napoléon, il fait 2 grandes choses en matière de cartographie. Il lance le cadastre, ça on le sait bien, et à la suite du cadastre, il va lancer la carte de l'état-major, qui sera finalement une perfection, un perfectionnement de la carte de Cassini, qui est une carte où notamment on va préciser toutes les notions de relief. Je pars de la carte de l'IGN pour me repérer, on est dans la région de Chamonix, vous avez ici la mer de glace. J'affiche la carte de l'état-major, c'est-à-dire la carte du 19e siècle. Et vous voyez que sur cette carte de l'état-major, le glacier continue, beaucoup plus loin que là où il s'arrête aujourd'hui. En gros, depuis le 19e siècle, le glacier a reculé d'environ 1 km. Au 20e siècle, vous avez la carte de l'IGN. Cette carte de l'IGN-là est faite d'après des photographies aériennes. Donc pour les repères du 20e siècle, dans Remonter le temps, vous avez en même temps la carte actuelle, vous avez la photographie des années 50 et vous avez la photographie d'aujourd'hui. Je me mets sur la photographie aérienne des années 50. Nous sommes sur la dune du Pilat. Vous voyez que les images se superposent puisque on a le sentier ici qui est exactement... Voilà. Il y a un large retrait de la forêt. Le sable a gagné du terrain. Vous avez une petite échelle ici. Donc on voit d'après cette petite échelle-là que la forêt a reculé de 100 mètres en 50 ans. Le Gros du Roi. Ici, toute cette zone de marécage est gagnée et poldérisée pour fabriquer le port et pour fabriquer en fait toute la région touristique.
Chaque année, les 4 avions de l'IGN survolent un tiers de notre territoire afin de réactualiser les données. Les photos obtenues peuvent avoir une précision de 5 cm, c'est-à-dire bien supérieure à celle obtenue via les satellites. Cela veut dire que nous laissons aux générations futures une vision de notre environnement très précise. Oui, et justement, à propos de précision, je précise que l'IGN vous accueille durant tout ce week-end sur son site de Saint-Mandé, c'est à l'est de Paris. Et on va rejoindre Julia, qui surfe pour nous sur le web, parce qu'il y est question aussi de Journée du patrimoine, bien sûr. Oui, évidemment, les Journées du patrimoine ont leur site officiel qui s'appelle journéedupatrimoine.culturecommunication.gouv. Évidemment, sur ce site, vous avez un moteur de recherche, vous le voyez là, avec tous les événements autour de chez vous. Vous tapez le nom de votre ville et vous trouvez tout ce qui est ouvert aujourd'hui et tout ce que vous allez pouvoir visiter pour cette 34e édition. Et partagez vos Journées du patrimoine. L'idée, c'est de partager vos expériences sous le hashtag JEP sur les réseaux sociaux, photos, vidéos, messages, quel que soit votre mode d'expression. Vous pouvez immortaliser votre week-end, votre journée et votre expérience sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Julia. On enchaîne avec les prévisions météo, parce que si vous voulez vous promener et profiter de ce patrimoine qui est ouvert au public aujourd'hui et tout au long de ce week-end, tout de suite, on va feuilleter les magazines avec Patou. Et il y a Isabelle dit c'est Patou. Je dis oui, depuis le temps que je l'appelle Patou, c'est mon Patou. Alors voilà, bon. Comment ça va, mon Patrice? Très bien. Bon, comme un samedi matin. Oui. On va faire un petit qui a dit quoi. Ah non. Si, vous allez voir de très belles déclarations pour trouver les auteurs. Qui a dit? Facile. On peut aimer Godard le vendredi et Disney le samedi avec les enfants. C'est un réalisateur, producteur, le poids lourd du cinéma français. Il doit de l'argent? Un petit peu, oui. Luc Besson. Et son dernier film s'appelle Valérian. Il s'agit donc, vous aviez deviné, de Luc Besson, qui s'exprime ainsi dans JQ. Alors, Luc Besson vit en famille à Hollywood et il explique qu'il veille à ne faire venir aucune personnalité du cinéma, aucune star à son domicile. Alors, on lui dit pourquoi? Il dit pour que mes enfants gardent les pieds sur terre. Voilà. Qui a dit, si j'avais un vœu à formuler, ce serait que l'on trouve 2 vaccins, l'un contre le cancer, l'autre contre la haine. C'est un écrivain qui vit à New York, qui vend des livres. Et alors, son dernier livre, c'est La dernière des Stanfield. Oui, c'est l'ancien architecte. Voilà, très exactement, on en parlait il y a quelques jours. Oui. Marc Lévy, bravo gagné. Isabelle, je cherchais. Vous êtes bon ce matin. Qui a dit, il faut trouver un autre écrivain là, qui vend pas mal de bouquins lui aussi. Qui a dit, Emmanuel Macron n'est pas un macho, mais sans doute pas un féministe non plus. Alors c'est un proche du couple Macron. Il était avec eux le soir du premier tour, le soir du second tour. Il tutoie Emmanuel Macron, il lui envoie des SMS, l'autre lui répond. Ils se connaissent depuis 3 ans. C'est un écrivain donc qui vend beaucoup lui aussi. C'est d'ailleurs l'homonyme de Luc Besson, c'est donc Philippe. Philippe Besson. Exactement. Oui, Philippe était Besson. Petite brasserie parisienne. Exactement. À ne pas confondre avec Patrick Besson. Il s'exprime ainsi dans Gala, ils s'aiment pas d'ailleurs tous les deux. Avec Madame Besson, une amie de ma mère. Alors il publie un personnage de roman qui est en fait un carnet de campagne qui raconte la campagne d'Emmanuel Macron. Il raconte la campagne vécue de l'intérieur avec des confidences savoureuses comme ce jour où pendant une réunion avec ses nouveaux soutiens, comme on a des nouveaux amis, Emmanuel Macron glisse à Philippe Besson, c'est la comédie humaine mais la littérature en moins. Qui a dit « J'ai une vraie fierté d'être un râleur français. En ce moment, j'ai l'impression d'être dans une sorte de statu quo, cette disparition de la gauche et de la droite, et ce parti du milieu qui prend une direction claire, celle de l'argent. » Alors c'est un acteur, qui partage son temps entre Paris et Rio de Janeiro. On l'a pas mal vu à Tahiti pour les besoins d'un tournage. Il incarne Gauguin. C'est Vincent. Vincent Cassel, exactement. Interview dans Le Point. Alors il évoque Gauguin. Il dit qu'il était marié, il avait 5 enfants, il a tout plaqué pour partir à Tahiti. Et il précise quand même que Gauguin, là-bas, sur place à Tahiti, a une aura assez négative finalement. C'est vrai qu'il s'intéressait à de très très jeune femme. Et tout cela est évidemment raconté dans le film dont il est le héros. Dans l'article, Vincent Cassel, on nous explique qu'il partage sa vie avec Tina Kunaké, qui est un mannequin, 29 ans de moins que lui. 29 ans de moins que lui. Et voilà. Et l'auteur de l'article fait, sans vraiment le faire, une sorte de parallèle avec ce que vivait Gauguin. Mais lui, Gauguin, c'était pas bien parce que c'était avec de très très jeunes femmes à Tahiti. Comptez sur Isabelle pour dire la vérité. Elle est au courant de tout, l'âge, le machin, le pédigré de tout le monde. Ça va, Isabelle? Bien. Dites donc,
magnifique cette découverte que vous nous oui, proposez. c'est incroyable. Ça, c'est du patrimoine aussi. Mais alors, ce qui m'a étonné le plus, c'est que je m'attendais, puisqu'on parle parfum, partir dans l'arrière-pays niçois, mais non. Non, pas du tout. C'est vrai que ça me manquait parce que Paris, quand même, capitale du parfum, n'avait pas son musée. C'est chose faite depuis presque un an. Ça a ouvert en décembre 2016. Je ne connaissais pas ce musée. Je connaissais le lieu puisque c'est l'ancien hôtel particulier de Christian Lacroix. C'était sa maison de couture. Donc j'ai eu beaucoup d'émotions finalement de retrouver dans ce lieu que je n'ai pas du tout reconnu. Et je me suis amusée parce que c'est un parcours ludique et olfactif assez incroyable parce que le visiteur fait des expériences. Et ça, c'est assez rare finalement dans les musées. Alors ça peut plaire aux enfants, mais les adultes comme les enfants vont découvrir des choses assez incroyables. Alors bien sûr, il y a un côté un petit peu historique où on découvre quand même que le berceau du parfum, c'était l'Égypte et que c'était réservé seulement aux... On va dire aux nobles, aux gens distingués. Non, mais je ne trouve pas mes mots ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment appelle-t-on le pharaon? Le pharaon, voilà. C'était uniquement le pharaon qui avait le droit de se parfumer. Ensuite, à l'époque de Louis XV, par exemple, il fallait changer de parfum tous les matins. D'accord. Voilà, je ne dis rien. Humez ce musée. C'est un nouveau musée, le Grand Musée du Parfum. Nous avons ouvert il y a maintenant 9 mois, donc c'est un musée qu'il faut découvrir, il faut l'inscrire dans le paysage culturel parisien. Et pour nous, participer aux Journées du patrimoine, c'est une formidable opportunité de faire découvrir l'univers du parfum, ce patrimoine immatériel. On a voulu, dans ce musée, proposer aux visiteurs plus qu'une contemplation, comme on pourrait imaginer avec beaucoup de flacons, plutôt une expérience. Le mot directeur de la visite chez nous, c'est vraiment le plaisir. Le visiteur va découvrir quelles sont les origines du parfum, pourquoi on porte du parfum, et il explique l'essor de la parfumerie française. Et puis on a une partie aussi qui est consacrée au plaisir olfactif, pourquoi finalement les odeurs provoquent chez nous des émotions, des odeurs anciennes réveillent tout à coup notre mémoire, notre enfance. Et ça, c'est important de comprendre l'importance du parfum dans notre vie. Et puis la troisième partie, on dévoile les mystères de la création d'un parfum et les parfumeurs s'expriment et on comprend comment ils sont amenés à composer une odeur. C'est un musée d'expérience. Donc l'expérience peut aller jusqu'à la manipulation. Comment un parfumeur travaille, quelles sont les odeurs de tête, de fond, de cœur. On a créé des ateliers spécifiquement pour les Journées du patrimoine afin que le plus grand nombre puisse participer à nos ateliers. Ces ateliers ont été spécialement conçus avec les apprentis parfumeurs de la promotion ISIPCA IFF pour accompagner les visiteurs dans cette découverte magique. Nous avons monté plusieurs programmes d'1 heure qui vont vous permettre d'apprendre à copier 2 fleurs ou 2 fruits, exactement comme les apprentis parfumeurs le font pour devenir eux-mêmes parfumeurs. Vous pouvez travailler votre odorat, apprendre à reconnaître des notes, apprendre à percevoir les nuances d'une odeur par rapport à une autre. C'est aussi toucher du doigt toute la difficulté qu'il y a à trouver les dosages pour arriver au résultat souhaité. C'est tout le principe de ce musée qui est assez extraordinaire, c'est à travers des expériences, éduquer le visiteur et lui donner un nouveau regard sur ce merveilleux univers qu'est le parfum. Isabelle, justement, c'est où? Dans quel quartier à Paris? 73 rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est ouvert aujourd'hui gratuitement et il y a des ateliers qui exceptionnellement sont un petit peu moins chers. Vite, allez sur Internet pour voir s'il y a encore de la place. C'est important. Ok, c'est gentil. Merci Isabelle. La visite continue avec Damien Thévenot. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris. En chantant ta pleine voix, ça ira.
façon chorale. N'oubliez pas le guide. Et la petite pièce pour le guide. Comment il va le Damien Je plaisante. Très bien. Alors vous êtes allé au musée des musées? Non, j'allais dire vous êtes allé au sommet de la pyramide? Non, comment on va dire? Je suis allé au ministère de la Culture, Laurent, puisque allez quoi, il est 8h20 et Ouais, quelques. 8h, non, 8h18. 18, parfait, parce que je vois plus bien, vous voyez. Justement, c'est normal, mon bon monsieur. À 9h, à partir de 9h ce matin jusqu'à 18h et demain également, visite du ministère de la Culture pour vous si vous le souhaitez. Bien évidemment, c'est dans le 1er arrondissement à Paris, au Palais Royal. C'est beau, c'est absolument somptueux. Et en plus, nous avons obtenu l'interview de la ministre, notre nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Beau et somptueux parce que c'est le Palais Royal. Parce que c'est le Palais Royal, évidemment. Pour nous parler de ces JEP, J-E-P, eh oui. Les Journées européennes du patrimoine. Trop fort, Laurent. C'est parti. On y va, regardez. C'est parti ce matin, lancement de la 34e édition des Journées du patrimoine. Rencontre avec Françoise Nyssen, notre nouvelle ministre, qui s'inscrit dans la volonté de rendre la culture toujours plus accessible, comme le firent en leur temps ses illustres prédécesseurs, André Malraux ou Jack Lang. Madame la ministre, merci d'accueillir Télématin ici dans votre bureau. Merci de venir. Comment expliquez-vous l'engouement indéfectible des Français, prêts parfois à attendre 3-4 heures pour visiter un monument? Écoutez, ça prouve à quel point ils y sont attachés et ils sont fiers. C'est vraiment, ceci est un vrai signe de l'importance et de ce souci de rencontrer un peu la diversité de ce que notre territoire propose. Ouais. Les Français sont curieux et ils sont curieux de la culture. C'est quand même une excellente nouvelle. Les lieux de pouvoir comme l'Élysée, Matignon, les ministères, le vôtre, sont plébiscités à l'heure où on dit que les Français se désintéressent de la politique. C'est pas vrai apparemment. Pour des tas de raisons, c'est pas vrai. Vous voyez bien comment ils s'y intéressent et ils sont très intéressés manifestement de venir voir là où ça se passe, comment ça se passe. Ça peut leur donner aussi des clés et puis voir, c'est chez eux ici. Puisqu'ici c'est chez nous, place à la visite. À l'origine, ce bâtiment, c'était quoi? Alors là, on est dans l'aile de Valois du Palais Royal, en fait. Le Palais Royal, c'est le palais que construit Richelieu, se construit pour lui-même Richelieu, et à sa mort, il le lègue au roi Louis XIV, qui est enfant. Et Louis XIV le donna à son frère, Philippe d'Orléans, et ce Palais Royal appartient, en fait, de cette époque-là jusqu'en 1848, à la famille d'Orléans. Alors pourquoi voit-on le frère de Napoléon sur cette peinture représentée? Alors là, en fait, vous avez le roi Jérôme, qui a été le roi Jérôme de Westphalie, qui était le petit frère de Napoléon, et qui, à partir de 1852, habite le Palais Royal. Et le décor de la pièce a été réaménagé pour lui, où vous voyez en partie haute, dans les tympans, les aigles qui sont liés donc à la famille impériale, y compris dans les angles du plafond. Ici, vous voyez les lettres entrecroisées, Napoléon, Jérôme. Ce salon, il a quelle fonction aujourd'hui? C'est un des salons de réception où se passent tous les grands événements du ministère de la Culture. Nous arrivons donc, Caroline, dans le grand salon. J'imagine que, comme son nom l'indique, c'est le plus grand salon du ministère. Tout à fait. Et cette pièce a été, je dirais, restaurée, réaménagée en 1989, car avant, elle a été divisée en 9 bureaux du temps de la création du ministère de la Culture avec André Malraux. Donc si demain je suis, imaginons, décoré par la ministre de la Culture, ça peut se faire ici? Tout à fait. Les remises de décoration ont souvent lieu dans cette pièce. Cerise sur le gâteau, c'est la vue magnifique qu'on a depuis cette terrasse. Alors ça, c'est exceptionnel, évidemment, parce qu'on a vu sur l'ensemble du Palais Royal, à la fois le palais de Richelieu et puis le jardin, évidemment, sur la droite. Et si l'on fait un petit demi-tour, hop, cascade, nous avons une vue imprenable sur le Conseil d'État. Conseil d'État, oui, qui fait partie donc du Palais Royal. Le Palais Royal était un grand U, en fait, avec l'aile Valois, ministère de la Culture, Conseil d'État, le bâtiment du Conseil d'État, en face le Conseil constitutionnel, avec évidemment la Comédie Française. Je pense que les téléspectateurs de Télématin vont vite venir visiter votre ministère aujourd'hui. Ils risquent d'être nombreux, donc vous allez avoir du travail. J'en suis ravie, je les attends avec impatience et grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.
Parce que Madame la Ministre sera sur place. Oui, elle accueillera les téléspectateurs. Top, et donc, ça. ce qui serait sympa, vous dites à la Ministre, on vient de la part du Télématin. Comme ça, elle va se rendre compte que c'est une émission incontournable. Elle le sait déjà, mais je crois que c'est bien de le lui prouver une fois de plus. Oui, si elle vous a trouvé un petit créneau dans son emploi du temps, c'est que... Ah oui, elle a été formidable. Alors, qu'est-ce qu'il y aura Alors, pour aujourd'hui sur place et demain, pour les enfants, il y a une application qu'a mise en place le ministère de la Culture. Vous savez, comme les Pokémon Go, les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont se promener avec leur iPhone ou leur smartphone pendant ces week-ends et ils vont flasher. Et donc, ils auront des infos sur leur smartphone sur les grands hommes, les grandes femmes illustres qui ont habité ce palais royal. Explication. Donc, c'est une manière de réviser l'histoire de France. Et puis, des ateliers, Voilà. les métiers du patrimoine, donc les tailleurs de pierre, les restaurateurs, de peinture, etc. Tout cela, aujourd'hui et demain. Bonne visite. Oui, vous avez vu le joli pupitre qui vous a montré Julia, c'était Julia, merci, oui, Julia, Julia qu'on merci. retrouve. Voilà. J'allais dire, Karine, ça va, bonjour. Bah, elle chante, c'est déjà bien. Alors, jeudi, vous nous avez mis l'eau à la bouche avec les escargots. J'en rêve toutes les nuits depuis. Hier, on était en Provence. Alors donc, jeudi, en Bourgogne, c'est ça. En Provence hier avec un tian de légumes. Et là, aujourd'hui Aujourd'hui, un petit dessert, une petite touche sucrée, voilà, pour les gourmands. On va partir du côté du Jura avec une galette jurassienne. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une libre adaptation. Car on trouve vraiment de nombreux... Moi aussi. C'est déstructuré. Voilà, absolument. Vous avez dans le Haut-Jura le papé jurassien. C'est comme une pâte, si vous voulez, garnie avec comme une crème pâtissière parfumée à la fleur d'oranger. Mais si on se déplace un peu, on trouve autant de recettes que d'habitants. On a aussi, vous pouvez trouver la tarte au quemeau ou la tarte au goumeau. Le goumeau étant cette garniture faite avec des œufs. Pas du tout. Bref. Plus que de longs discours, regardons la recette parce que ça se mange, c'est délicieux. On est parti, voici les ingrédients pour réaliser notre galette jurassienne. Il nous faut de la farine, 160 grammes, 75 grammes de beurre, 3 œufs, de l'eau, de la crème fraîche, du sucre semoule, de la fleur d'oranger, de la levure et une pincée de sel. Et puis par-dessus, vous le verrez, on mettra un peu de beurre, de sucre. Enfin voilà, ça va être un petit peu cristallisé sur le dessus. Alors on est parti, on va faire une pâte à choux. Donc on va faire chauffer l'eau dans la casserole. C'est pour ça qu'elle chantait, pâte à choux. Nous allons mettre un petit peu de sel. Nous ajoutons également le sucre. On va mettre la fleur d'oranger. Ça, c'est quand même indispensable pour... Un hiver, là, quand même. Hein? Non, mais j'ai pas mis un hiver. On met 2 cuillères à soupe à peu près de fleur d'oranger et on va rajouter le beurre, 75 grammes de beurre et on va porter à ébullition. Ensuite, on va verser la farine d'un seul coup et on va mélanger énergiquement. Vous voyez? Non, ça se décolle des parois, impeccable. C'est une légende, ça. Justement, on active quand on mélange pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ensuite, on se met dans un saladier, on se retire du chaud, autrement dit, et puis nous allons ajouter la levure et les œufs. Alors les œufs, c'est un par un surtout. Voilà, délicatement. Ouais, je me vois mal balancer. Mais il faut plusieurs tous mains. ensemble. Non, mais vous en mettez un, vous mélangez. Vous mettez l'autre, d'accord. vous On mélangez. casse Alors que directement, dans une recette, on en met 3. La recette de l'omelette, oui. Et on mélange avec du sucre. Bon, bref, on va ajouter aussi un petit peu de crème fraîche. Et vous avez ce qu'on appelle un appareil qui est prêt à être enfourné. Alors justement, on a besoin d'un moule avec des bords assez hauts parce que ça va gonfler, ça va pousser. Un moule beurré et fariné. Ouais, et sur le dessus, on va ajouter justement un petit peu de sucre et un petit peu de beurre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un moule beurré. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont ce matin? On a faim. Vous avez faim, vous êtes énervé. Hein. Donc un peu de sucre, un peu de beurre et puis on va enfourner le tout une bonne trentaine de minutes à 180 degrés. Et vous allez le voir, ça va vraiment développer et puis ensuite ça va délicieusement retomber. Et au niveau de la texture, on est un petit peu comme un flan pour le... Regardez, c'est pas magnifique ça? Oh là là, et puis ça cristallise sur le dessus. Faut pas mettre les caméras dans le four. Et ben nous, on les met juste devant la porte du four. Ouais, mais quand est-ce qu'on en mange? Eh C'est ce qui nous manque, c'est de ben- pouvoir vous dire aux uns aux autres et à nos visiteurs qui sont là, il y a de plus en plus nombreux et matinaux, bravo. Ce qu'on sent, ce qu'on a. Vous voyez, hein, cette c'est la papille. frustration sur ce plateau. Ouais, Il faut venir dans ma je suis cuisine. pas content. Il faut venir sur les tournages. Et là, je peux vous dire que toute l'équipe en profite. De toute façon, on ne a fait un que site manger. avec les recettes, on est bien d'accord. Mais évidemment. Bon. Est-ce que j'ai le temps d'un petit récapitulatif? Rapide, non? Allez, Oui, non, si, oui. Allez, c'est je parti. profite. On a commencé par les Accordé. escargots. C'était
les jeudis. Les escargots, l'idée était simple, c'était d'enlever la coquille, de la remplacer par une grosse pâte à farcir. Et on a mis avec le des beurre pâtes. persillé avec l'escargot. Et on a fait griller tout ça. Ça valait le coup rien que pour voir la tête de Laurent. Ensuite, hier, je vous ai fait un petit tian de légumes très simple, des légumes intercalés, de l'huile d'olive, de l'ail, du thym. Oui, avec 12 litres d'huile d'olive. Non, mais oh là là là. C'est comme le beurre sur sa jurassienne. En revanche, vous auriez pu ramener le saladier, j'aurais bien léché. Voilà. C'est le meilleur. Ça. On est bien d'accord. Merci. Surprise, Marcel Béliveau speaking. Nous recevons Greg Tournon. Salut Greg, ça va? Salut. Alors, il est là, il dit rien et il se lèche les babines, en fait, pas en écoutant Karine, non, mais en se disant, je leur ai préparé un truc. Et c'est vrai qu'il est venu avec une raquette qui n'est pas une raquette de tennis, avec une balle qui n'est pas une balle de tennis, pour nous parler d'un jeu, je croyais qu'il était perdu. Non. Il est encore vivant. Alors, il n'y a pas beaucoup de licenciés. C'est le jeu de paume, 300 en France. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis, en Australie et en Angleterre. Oui. Alors qu'ils n'ont pas le même passé? Non, c'est bien de chez nous. C'est un sport patrimonial. C'est donc le jeu de paume, le jeu des rois, le roi des jeux. Alors, c'est l'ancêtre du tennis. C'est tout tordu. Comme au tennis, justement, il y a une raquette, sauf que cette raquette-là, elle est tordue. Il y a un filet, sauf que le filet, lui, il n'est pas tendu. La balle, elle est dure. Elle ne rebondit pas. Et, regardez, et le terrain, lui, il est couvert et fermé sur tous les côtés. Non, ça rebondit quasiment pas. Non. Donc, comme ça rebondit pas, c'est très exigeant physiquement. Ah oui, il faut taper fort. Exactement. Et surtout... je vais te montrer. Tiens. Non, il faut avoir des appuis. Alors, tapez pas sur la mienne. Non, merci Greg. Elle est belle cette raquette. Un bazar sur ce plateau. Alors, et c'est esthétiquement très sympa parce que on joue encore en blanc, un peu comme à Wimbledon. C'est en blanc. On salue son adversaire, on salue le public. Voilà, il y a une certaine classe. C'est le jeu des rois. Donc c'est intéressant comme jeu, c'est sportif. Oui, c'est sportif. Ça l'est. C'est lorsque vous êtes sur des appuis. Alors, il faut savoir que du Moyen Âge jusqu'à la Révolution, c'était le sport national. Et il y a plein d'expressions de la langue française. Vous entendrez dans le reportage qui viennent du jeu de paume, notamment bisque-bisquerage ou le verbe peloter. Voilà le mot tripot. Et au XVIIe siècle, Laurent, il y avait 1500 salles en France, 250 rien qu'à Paris. Aujourd'hui, il en reste 4 à travers toute la France, dont une à Fontainebleau, dans le château royal de Fontainebleau. S'il vous plaît, même impérial, on peut le dire. Exactement, même impérial. Donc, c'était la salle d'Henri IV. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans cette salle avec un maître pommier. Celui-là, alors un maître pommier, une leçon pour ne pas me paumer. Manger les pommes. Je vais épater la galerie, vous en faites le serment. Nous sommes dans la salle du jeu de paume de Fontainebleau, salle historique qui date de 1601, créée pour les plaisirs du roi Henri IV. Tête de raquette au-dessus du poignet, c'est le sport de raquette avec le geste le plus court. Donc c'est un sport d'opposition. Il faut être très solide au poignet et toujours chercher à aller taper la balle en avançant. C'est le poids du corps qui va donner la puissance à la balle, pas du tout le poignet ni le bras. On finit pas le geste. On finit jamais le geste. Dès qu'il y a impact avec la balle, on arrête son geste. C'est parti. Le jeu de paume est l'ancêtre de tous les sports de raquette. C'était un sport qui était très populaire en France du 15e au 17e siècle. C'était vraiment comme le foot actuellement. C'est difficile à croire, mais tout le monde joue à la paume en France. Pense à aller claquer le pied gauche devant toi. Ça ressemble au tennis. La grande différence, c'est qu'il y a des murs tout autour. Il y a des plans inclinés, des toits. Il y a des cibles aussi, des plans de murs aussi inclinés à 45 degrés, qui font que c'est un sport de précision et d'adresse. Un mix savant entre le tennis et le squash. La raquette est inclinée. Inclinée pour plusieurs raisons, donc parce que les balles ne rebondissent pas beaucoup, donc on est très souvent très fléchi à ramasser les balles. Deuxième raison, comme son nom l'indique, le jeu de paume était pratiqué avec la paume de la main. Au moment où ils ont fait évoluer le sport avec des raquettes, ils ont voulu reprendre cette inclinaison qu'ils avaient avec la paume de la main. On est parti? Allez, jeu de jambes. Sans trop taper, c'est de la précision. Toutes les balles de jeu de paume sont construites par les maîtres pommiers, artisanales de A à Z. À la grande différence de la balle de tennis, celle-ci est pleine. La réception de service Grégoire, c'est sûrement le coup le plus difficile à appréhender au début. Le coup classique, ça va être un rebond au sol,
mur arrière. Ah, je suis trop court. Et là, après, tu dois taper. Les règles sont assez compliquées à comprendre au premier abord. Le système de comptage est le même qu'au tennis, enfin plutôt le tennis a le même système de comptage que la paume, car ça vient de là. Les grandes différences, c'est qu'il y a un côté serveur, un côté receveur. C'est pas comme au tennis où on changera de serveur tous les jeux. Ici, on peut servir pendant tout un match. Tout va dépendre justement si mon adversaire, qui est en réception, va réussir à faire des chasses. Une chasse, c'est quand la balle fait 2 rebonds au sol. Si la balle fait 2 rebonds au sol, le point va être mis en suspens. C'est pas comme au tennis où on va donner le point à l'adversaire. Le point est mis en suspens et on aura une deuxième chance de gagner le point en changeant de côté. Car qui va à la chasse perd sa place. Grand nombre d'expressions viennent du jeu de paume. Les plus connus, jeu de main, jeu de vilain, tomber à pic, épater la galerie, prendre la balle au bond, les enfants de la balle, et il y a aussi... Je suis resté sur le carreau. Rester sur le J'aime carreau. bien quand il est allongé parce que c'est Non. incroyable. Mais vous êtes indiscipliné ce matin, ça arrête Sur pas, on notre se lance des philosophie. balles partout. Ah oui. Ah, mais vous nous avez voulu, on est là. Hein. Non mais j'adore. Greg, elle est où la salle au château? Allez, alors là quand vous allez rentrer dans le château, Ouais. face aux escaliers sur Quand votre on rentre gauche. chez toi, c'est où? Voilà. Moi j'habite dans le château. Il y a les escaliers, sur la gauche, il y a une enseigne. Alors vous rentrez dans cette salle, vous pouvez aller les voir jouer. Je vous demande juste de ne pas prendre les balles parce qu'elles sont fabriquées à la main. Donc D'accord. ça prend des heures et des heures. Donc les piquez pas en douce, hein, ces balles qui doivent être sur le plateau là, qui a J'ai disparu. entendu quelqu'un qui m'a dit va chercher, qui m'a lancé une Et balle. alors, il y a l'Open de France qui se Oui, déroulera la du prochaine 24 compète. septembre au 1er octobre et ce sera dans le cercle du jeu de paume à Paris. Donc, allez les voir jouer parce que c'est très spectaculaire et c'est très long parce qu'on ne change pas de côté. Comme au tennis, on peut se reposer. Quelle date Du 24 septembre au 1er octobre. D'accord, donc c'est très bientôt, effectivement, vous qui avez été étonné en regardant ce joli reportage de Greg à Fontainebleau, d'apprendre qu'effectivement on pratiquait encore ce fameux jeu de paume. Et merci. Merci. Vous pouvez donc le découvrir en vrai et en compétition avec toutes les subtilités des points, etc. Fin septembre, début octobre, et 300 licenciés en France. Dans la maison de Normandie, tout a rouillé, tout a jauni, mais le bonheur est encore là, blotti. Dans les détails. On se régale depuis 7 heures ce matin. On découvre des choses magnifiques et ça n'est pas fini puisque Marie-Do est avec nous et que vous allez nous faire découvrir des demeures, j'allais dire historiques bien sûr, sous lesquelles on peut s'abriter. Voilà, on peut également. dormir. Alors, vous nous emmenez où? Alors, ces maisons, elles ont toutes les valeurs du patrimoine. La première adresse, elle est en Charente. Alors, c'est un immense domaine de milliers d'hectares de forêts, d'étangs, de lacs, avec des métairies qui ont été restaurées il y a quelques années. Et puis, un château qui, jusqu'ici, était un peu un château fantôme. C'était qu'une façade. Ah, il vient d'être magistralement restauré. Et nous avons rencontré l'architecte d'intérieur qui est à l'origine de ce que vous allez découvrir. La deuxième adresse, c'est un peu le triangle d'or de la Corrèze, je dirais. Collonges-la-Rouge, Turenne, Magnifique, avec ces pierres uniques, c'est unique en unique de France, grès celui-là. rose. Ah oui. Et là, il y a un château Regardez, on a vu tout l'image. en grès rose. C'est le château de Marsac. Et là, c'est pareil, une déco intérieure qui a complètement revisité les codes, mais qui est C'est absolument marrant sublime. d'être dans la pierre rouge et de dire c'est ouvert. C'est ça. Bon, et le troisième? La dernière adresse, sans vous mentir. Mais là, on me dit, oui, mais tu dis souvent ça. C'est sans vous mentir. C'est ma plus belle adresse de ces 10 dernières années. Non pas de l'année. Voilà. C'est au cœur des remparts d'Avignon. C'est le plus grand jardin d'Avignon. Autrefois, c'était l'amphithéâtre. Presque. C'était l'amphithéâtre romain. Et ça a été, du temps des papes, leur ministère des Affaires étrangères. Figurez-vous que ça n'avait jamais été habité par des particuliers. Après, c'était une banque qui logeait ses employés. Ils étaient bien logés. Hein. Et là, il y a 2 garçons qui l'ont restauré. C'est comme un immense cabinet de curiosités. Franchement, c'est exceptionnel. Au cœur de la Charente, confort 5 étoiles pour ces belles limousines. Mais pas que pour elles. Ce lieu a été et est devenu un lieu hors du temps parce que c'est un lieu dans lequel il y avait un château qui était habité par une grande famille. Les descendants ont souhaité ressusciter le domaine et lui redonner son âme. Il y avait une telle valeur affective en fait avec ce lieu qu'il y avait comme une difficulté de se le réapproprier. Et l'idée,
c'est que adultes, enfants, familles, tout le monde trouve sa place. Il y a quelques années, les artisans locaux avaient restauré avec passion les longères éparpillées sur le domaine. Ils ont fait revivre la pierre d'un moulin, les pans de bois burinés, le cuivre des alambics, jusque dans les salles d'eau. Aujourd'hui, c'est au tour du château. Il a été très important de travailler avec les artisans locaux. Tout le monde y a mis beaucoup de cœur. La décoration, ça a été en résumé génial. J'ai voulu faire un mix entre les meubles que la famille possédait, des meubles contemporains et des meubles que j'ai dessinés moi-même. Ici, tout est poétique, quoi. Tout est doux, tout est chantant. Le château de Marsac a appartenu à ses heures de gloire au seigneur de Curmonte. Édifié en grès rouge de Collonges au XVIe siècle, sur des fondations du XIe, la demeure seigneuriale se languissait. Et puis sont arrivés Clarisse et sa famille. La première fois, quand on est arrivé ici, on a traversé le portail et on a trouvé une bâtisse et une vue qui nous a complètement enchantés. Pour dire même envoûtés presque. On s'est dit, quel bel endroit. Alors ils ont craqué. Nous, on avait une vision en plus assez précise de ce qu'on voulait, de l'espace et de la luminosité. D'environ 10 chambres, on n'en a plus que 4. Nos 4 chambres portent les noms d'un arbre. De l'espace, c'est certain. 80 mètres carrés, rien que pour la chambre du chêne. À peine moins pour ses voisines. Ici, la vedette, c'est la vue, à tous les étages. Dans l'enceinte des remparts du Palais des Papes, au cœur des ruelles, c'est le plus grand jardin d'Avignon. Au temps des Romains, c'était l'amphithéâtre. Quelques siècles plus tard. Cette maison, au moment des papes, c'est devenu le ministère des Affaires étrangères des papes. Et puis après, cette maison a été construite en 1850. Elle n'a jamais été habitée par ses propriétaires parce que ça a été construit pour une banque. Tous les deux, nous sommes décorateurs d'intérieur et nous avons une passion pour les ambiances, une passion pour les rencontres. À l'intérieur, c'est une splendeur, composée comme une succession de cabinets de curiosités. On a la collection du vieil Avignon, du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. On a à peu près 200 œuvres de gravure, de peinture, de gouache, récupérées en fait au Palais des Papes. On a une passion pour l'Italie et pour la gouache napolitaine qui a des couleurs absolument incroyables. Venise par son architecture, par son histoire, par la fête des voyages dans l'histoire. Dans la chambre Aphrodite, Liron et luminaire contemporain cohabitent avec un paravent 18e de Vernet, un artiste avignonnais. Et pourquoi Divine Comédie ? C'est pas lié complètement à l'œuvre de Dante, c'est simplement parce qu'on a tous une histoire et on joue tous une comédie en fait. Puis c'est un clin d'œil évidemment au Festival d'Avignon. Ah, c'est très papier glacé, c'est un régal pour les yeux. C'est un régal. Et je vous jure, je ne vous ai pas montré. On ne jure pas, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, on va pas. Non, ouais. Franchement, on n'a pas vu le tiers de ce qu'on aurait pu voir. Je pense que vous en aurez encore un petit coup de chaleur. L'épisode, on se fera un bonus avec Marie-Do. Voilà. Julia, toujours sur la toile, en train de surfer, tranquille. Oui, tranquille. Ouais, et vous avez des applis là, sur le patrimoine, justement? Oui, exactement. En fait, je me suis intéressée aux enfants et au jeune public qui va se balader tout le week-end pour les journées du patrimoine. Une appli qui s'appelle Le Roi et la Salamandre, qui a été mise en place par le Centre des Monuments Nationaux. C'est un jeu qui va proposer différentes missions dans plus d'une quinzaine de monuments en France à découvrir aujourd'hui et sur Internet. Tous ces jeux sont associés à François Ier. Et donc, vous avez du coup, en fonction des monuments que vous allez visiter, eh bien, des jeux, des choses à découvrir. C'est vraiment à télécharger sur Internet. C'est évidemment gratuit. Vous avez plein d'autres choses à découvrir. Évidemment, le site Culture Box qui nous propose aussi sa sélection pour les enfants à faire aujourd'hui. Culture Box, pardon, j'ai du mal. C'est vraiment un site pour s'informer au niveau de la culture, c'est absolument parfait. Et puis évidemment, vous avez un jeu concours organisé par les Journées du Patrimoine à faire sur Instagram. Prenez la plus belle photo du week-end. Merci Julia, vous parlez de François Ier. Il a surfé une fois sur la toile, c'était au camp du Drap d'Or. Voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain. Un bon copain, bah oui, je me disais, mais pourquoi un bon copain? Parce qu'il est question justement de patrimoine et jeunesse à travers les compagnons. Les compagnons du Devoir et du Tour de France. Ceux-là, monsieur. Alors, j'ai rencontré Daphné.
une jeune femme, 24 ans, toute petite, toute frêle. On se dit vraiment toute timide. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des trucs hyper techniques. Comment elle va y arriver? Et en fait, elle est impressionnante. Elle est impressionnante parce qu'elle est habitée. Elle aime ce qu'elle fait. Elle a choisi de faire ça. Et elle a choisi d'être compagnon de faire un apprentissage auprès des compagnons du Devoir et du Tour de France pour être staffeur. On travaille le plâtre. Vous savez, c'est ceux qui font les rosaces, qui font aussi des sculptures, qui font aussi de la rénovation de patrimoine, puisqu'on a besoin de ça. Alors, on est allé la voir là où elle travaille, là où elle est en apprentissage, voilà, guidée par un compagnon du Devoir qui vraiment, lui montre le chemin. Il se passe quelque chose chez les compagnons du Devoir du Tour de France. Vous le disiez, où on l'entendait avec la chanson, il y a des copains, il y a un lien très fort parce qu'on sort de là, on a du travail. Voilà. Et on a un métier entre les mains et un beau métier. Regardez. Les Compagnons du Devoir et du Tour de France est une association créée en 1941, reconnue au patrimoine mondial et immatériel de l'UNESCO. Et notre particularité, c'est vraiment la formation par le Tour de France. Où on a des jeunes qui voyagent de maison en maison. Alors, suivant les métiers, par exemple les métiers du bâtiment, charpentier, etc., ça va être, ils vont voyager tous les 6 mois. Et il y a certains métiers, comme plâtrier peintre, qui voyagent tous les ans. Nos jeunes travaillent tous essentiellement en entreprise. Donc, ils sont tous en contrat de professionnalisation. 6 semaines en entreprise et 2 semaines en centre de formation. Ce sont les jeunes très tournés vers le patrimoine, parce que c'est notre histoire. Et à côté, il y a aussi la partie un peu innovation, où ils sont aussi attirés par les nouveaux matériaux, les nouvelles façons de faire. Mais on reste toujours très attaché à un peu cette partie patrimoniale qu'on a chez les compagnons. C'est un peu contradictoire, mais le passé est totalement notre avenir. Parce que, bien évidemment, tous ces beaux bâtiments qui ont été construits il y a peut-être 200 ans, 300 ans, etc., ces bâtiments, il faut les restaurer. Et si on perd ce savoir-faire, on ne pourra jamais les restaurer. C'est vrai que les jeunes sont de plus en plus intéressés par nos métiers manuels. Par rapport à il y a une dizaine d'années, on a de plus en plus de demandes, principalement les filles. Par exemple, donc là, aujourd'hui, dans l'entreprise, on a 4 jeunes en formation. Il y a 2 filles et 2 garçons. Bon, Daphné, alors, on va traîner les morceaux pour intégrer les LED dans le plafond. Ouais. Tu gâches la fleur d'eau. Je vais faire de la restauration de patrimoine. J'apprends au fur et à mesure, oui, mais c'est ma première année après mon CAP. Enfin, c'est que ma 2e année dans le staff, donc forcément, il me reste énormément de choses à apprendre. Et t'oublies pas que c'est un sens, hein, la fibre. Je savais pas ça. Ah, il m'a pas dit. Tu n'as pas écouté. J'ai fait plusieurs villes avec les compagnons, oui. C'est ma 6e, en fait. Normalement, je dois partir à l'étranger. C'est pas normalement, tu pars l'année prochaine. Je pars l'année prochaine à l'étranger, mais je sais pas encore où. On demande beaucoup aux jeunes qui regardent, qui soient attentifs et que ça vienne beaucoup d'eux-mêmes. Mais en règle générale, il n'y a pas de problème. J'aurais pu faire autre chose, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de faire en fait. Et c'est en le faisant que je me suis aperçue que je ne m'étais pas trompée. Non, je rigole parce que j'allais dire, mais qu'est-ce qu'elle est bavarde. Et puis là, en fait, elle s'est tue d'un seul coup. Ça fait drôle quand il y a le silence à côté de mais Sylvie. non, mais je racontais que c'est passionnant, oui, cette alors, aventure. il est où cette maison du compagnon? Alors, il y en a une à Paris, il y en a dans plusieurs villes. La D'accord. maison des compagnons du Devoir de Paris, elle est ouverte d'ailleurs ce week-end, ce qui fait que vous pouvez y aller avec vos jeunes, là. Ceux qui ont un petit peu quelque chose dans les mains pour visiter, pour rencontrer les gens, pour rencontrer les jeunes, pour voir comment aussi... Oui, on va parler aussi des métiers. Hein, ouais, 30 métiers. 30 métiers. Attendez, juste avant, c'est du patrimoine, c'est inscrit aussi. Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ça vous plaît. Alors là, on ne peut pas dire. Hein. Journée du patrimoine, patrimoine immatériel, okay, donc jeunesse. On y revient, les métiers. Je ne veux pas répondre. Ah bah une Adigard. 30 métiers, monsieur. Alors, madame. Donc, 30 métiers, alors. Je ne vais pas vous les dire tous. Non, mais, non, mais pareil. C'est ça. Il y a 6 catégories. Ah bah on est bien barré. Bon, alors forcément, il y a menuisier, ébéniste, carreleur. Oui, on dit les métiers du bois, les métiers métiers du vivant, sol, métiers du goût, pâtissier, boulanger, charcutier qui vient de rejoindre les 30 métiers, métier du bâtiment, forcément. Avec les formations, donc. Et matériaux, métier des matériaux souples. D'ailleurs, il y a une très belle maison qui s'est créée à Pantin, et où il y a tapissier, sellier, garnisseur. Voilà, c'est
C'est la... Voilà. Ce sont les forces voilà. de demain. Merci beaucoup. Ces jeunes gens. Et vous savez quoi, je me suis régalé. Passez une belle Merci. journée.